Vous êtes sur la chaîne qui rassemble, c'est un excellent choix. Il est 13 h, bonjour et bienvenue. Hier mardi, la délégation de l'Assemblée parlementaire de la francophonie conduite par Amadou Soumaoro a été reçue par Patrice Talon. L'APF veut à travers cette mission contribuer à consolider la paix retrouvée dans ce pays après les tensions de 2019. À suivre, le reportage de notre envoyé spécial, Mahama Traoré. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, accompagnée de la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes, engage les femmes du monde rural à assurer leur propre réalisation. Elles sont en formation à Dimbokro pour obtenir les outils nécessaires au développement de leurs activités respectives. En Guinée, après avoir annoncé le report des législatives au 1er mars, le président annonce que le scrutin serait couplé à un référendum constitutionnel. La commission électorale doit maintenant prendre toutes les dispositions pour l'organisation cumulée des élections législatives et de la consultation référendaire sur le texte d'une nouvelle constitution pour le pays. Nous sommes mercredi et avant de développer ces titres, sachez que comme chaque semaine, un conseil des ministres se tient ce 5 février au palais de la présidence de la République en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Nos reporters sont mobilisés, ils sont sur place, leur compte rendu à suivre dans nos éditions de ce soir. En attendant, je vous amène hors de nos frontières. L'Assemblée parlementaire de la francophonie poursuit sa mission de bons offices entamée depuis lundi. Hier mardi au Bénin, la délégation conduite par le président de l'institution Amadou Soumaoro, par ailleurs président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a été reçue par le président Patrice Talon. De nombreux sujets étaient au centre des échanges, notamment la situation sociopolitique dans ce pays. Mahama Traoré est notre envoyé spécial à Cotonou. Son témoignage. Au palais de la Marina ce mardi, la délégation de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF, conduite par son président Amadou Soumaoro, a rendez-vous avec le président béninois Patrice Talon. Une mission qui, au-delà de nous stresser, plutôt nous rassure quant à la disponibilité des autres pays de la francophonie, de leur attention, de leur écoute et de leur volonté de nous accompagner dans ces périodes difficiles que nous avons traversées. 5 sujets ont meublé ces échanges, à savoir le statut de la majorité et de l'opposition dans le cadre de la législation sur les partis politiques, le statut de l'opposition parlementaire, la situation de l'état de droit et de la séparation des pouvoirs, l'état des lieux des droits de l'homme et des libertés publiques, enfin la liberté d'expression et des médias. Sur toutes ces questions, le président Patrice Talon n'a pas manqué d'éclairer ses interlocuteurs. Sans rompre la chaîne des réformes et de solutions à nos travers, à nos difficultés, est-ce que dans cette dynamique même, nous sommes capables de concilier cette dynamique de réforme et ces corrections de nos travers avec des exigences de convivialité, de consensus et de paix sociale, de paix politique? Je pense que nous sommes sur cette voie-là. L'opposition également n'a pas manqué de montrer sa disponibilité. On l'observe. Et les élections communales à venir seront pour nous l'occasion de constater si nous avons amélioré les choses. Et c'est là-dessus que je voudrais vous rassurer. Ces 2 heures d'échange ont permis à la délégation de l'APF de se faire une opinion de la situation qui prévaut au Bénin. La vocation de l'APF, c'est l'approfondissement de la démocratie, la solidarité, et puis l'accompagnement des États francophones, des assemblées francophones. Nous avons parlé de l'Afrique, la démocratie naissante en Afrique. Nous avons parlé des hommes, des institutions. Je vous assure, nous avons été satisfaits sur toutes les réponses à nos préoccupations. Cette mission de bons offices menée par l'APF au Bénin va également rencontrer la classe politique, la société civile et la presse béninoise. Un reportage de Mahama Traoré et Lamine Dramé.
De retour ici en Côte d'Ivoire, on va s'intéresser au cajou, ce troisième produit d'exportation en Côte d'Ivoire qui est aujourd'hui victime de son succès. En 2019, plus de 150 000 tonnes de noix de cajou ont rejoint les pays frontaliers de façon frauduleuse. Et l'Ondochoc, c'est 7,6 milliards de francs CFA de manque à gagner comme droit unique de sortie pour les douanes et 2,25 milliards de francs CFA non perçus au titre des droits d'enregistrement pour la campagne 2019. Le mal est profond et il faut le contrer. Le Conseil Cajou est à pied d'œuvre. Côte d'Ivoire, la fuite du cajou, la sensibilisation comme remède, c'est un grand reportage de Noël Niagno. La fuite des noix de cajou vers les pays frontaliers est une réalité. L'analyse comparative des données statistiques sur les campagnes 2018 et 2019 du Conseil Coton Anacad le démontre. Pour le Boukani, de 28 080 tonnes en 2018, on est tombé à 7 081 tonnes en 2019. Il en est de même dans le Gotungo, 48 407 tonnes en 2018, 17 472 tonnes en 2019. La quasi-totalité des zones de production sont concernées. Le manque à gagner pour l'État de Côte d'Ivoire est de 7 600 millions de francs CFA pour les douanes au titre du droit unique de sortie. 2,5 milliards de droits d'enregistrement non perçus. Enfin, pour les prestations mutualisées, les pertes sont de l'ordre de 7,9 milliards. Avec à la clé un impact sur le leadership de la Côte d'Ivoire pour cette spéculation. De 761 453 tonnes de cajou en 2018, la Côte d'Ivoire passe désormais à 634 631 tonnes en 2019. Les opérateurs économiques du secteur ne sont pas épargnés. Nous, on était 24 personnes pour travailler à la zone pour Olam. Mais aujourd'hui, nous étions à 7. 7 personnes même, on ne sait pas d'abord. Contrer ce mal devient une exigence vitale pour l'économie nationale. Cela avec des moyens conséquents pour la sensibilisation des populations des zones de production de l'ethnie Guablin, du Zanzan et du Gontougo. C'est donc toute la direction du Conseil Coton Anacad qui est allée sur le terrain avec à la tête le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. 4 jours au pas de course à parcourir ces régions pour cette première phase. 2 heures de courte avec patience et méthode, des populations mobilisées partout comme pour souligner leur engagement à dire à haute et intelligible voix les origines du mal à l'effet de trouver ensemble les solutions à la satisfaction de tous. Premier exercice, comprendre les fondamentaux de cette situation. Morceau choisi. L'anacad qui va au Ghana, là, c'est le prix. Quand on parle de fuite de l'anacad, nous, acheteurs, sommes les premiers concernés ou même indexés. Mais dans la filière anacad, il existe 2 catégories d'acheteurs. Les acheteurs agréés et les acheteurs non agréés ou acheteurs illégaux. Ces acheteurs illégaux sont ceux qui nous causent des difficultés car ils sont nos concurrents sur le terrain alors qu'ils n'ont aucun engagement dans le système de commercialisation officiel. Ce qui justifie la chute des statistiques de production. La lutte contre la fraude est souvent confrontée à une divergence d'interprétation de textes entre le comité local de lutte, c'est-à-dire le comité de veille, et les juridictions compétentes. Une chose est sûre, les autorités administratives, coutumières, les responsables de producteurs, de coopératives, les opérateurs économiques, les élus locaux ont salué l'engagement et la volonté politique de la tutelle à éradiquer cette situation conjoncturelle qui pénalise le développement socio-économique des régions. La Côte d'Ivoire a son économie qui repose sur l'agriculture. Mais cette agriculture est portée chez nous ici par l'ANACAD. Il est bon donc qu'on puisse retracer l'activité financière de l'ANACAD dans les registres du ministère de l'économie, du ministère du budget, de sorte que nous puissions à juste titre revendiquer une meilleure allocation budgétaire des collectivités locales qui ont à charge de porter le développement local. Avant de tirer les conclusions de cette opération, Kwasi Adjumani, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a tenu à lever une équivoque. Ce n'est pas comme le Cocoa Board où il y a une organisation qui est mise en place. Ce sont
des commerçants qui quittent leur pays et qui viennent vraiment s'adonner à une telle pratique. C'est pour cela que nous disons que c'est illicite. Donc si au moins c'était organisé et que sur la base de l'organisation, ce trafic se faisait, on pouvait saisir les autorités des pays qui sont vraiment engagés dans ce domaine. Mais dès lors qu'on ne les connaît pas, nous ne savons pas d'où ils viennent, donc nous ne pouvons pas engager des pourparlers avec quelques pays que ce soit. La précision faite, il revient à la population de veiller au grain. Engagement du plus grand producteur, prix d'excellence 2019. Tout cultivateur, ce qui fait santé, ce qui paie en encadre. Il ne faut pas que le produit va traverser, aller ailleurs. C'est une tutelle heureuse du travail accompli qui est répartie, rassuré. Le président de la République, sur la base de ce que nous étions première région productrice, première également à livrer des noix de cajou de qualité, le président de la République avait décidé qu'on mette en place une zone industrielle. Et c'est ce que nous avons dit à nos parents. Ils ont compris qu'effectivement, s'ils veulent avoir cette zone industrielle, ils n'ont qu'à se conformer aux exigences de la loi, faire en sorte que notre produit puisse être commercialisé au niveau de la Côte d'Ivoire et qu'il ne prenne pas une destination vers d'autres pays. Pour information, malgré les effets pervers de la fuite des noix, l'État a continué à investir dans ces zones de production. Pour 2020, il est prévu un investissement de plus de 3 milliards de francs CFA. 7,6 milliards de francs CFA de manque à gagner par l'État de Côte d'Ivoire du fait de la fuite du cajou. C'est un reportage RTI1 signé Noël Niagno du service économie de la rédaction. La grippe aviaire désigne les différentes formes du virus de la grippe qui infecte les oiseaux sauvages et les oiseaux domestiques. En 2004, une souche H5N1 du virus a été mise en avant en raison de son danger et de sa transmissibilité à l'homme. Aujourd'hui, en 2020, une rumeur faisant état de la résurgence de l'épidémie à Annibale-Cro, à 270 km au nord-est d'Abidjan, vient d'être démentie par les autorités sanitaires de la localité. Herman Niamien. C'est une fausse alerte. Il n'y a pas de foyer de grippe aviaire à Annibale-Cro. C'est l'assurance que nous a donnée le directeur départemental des services vétérinaires d'Annibale-Cro. Selon Lassa Koulibaly, c'est une mauvaise interprétation d'une causerie qui a entraîné cette rumeur. Je confirme que non, il n'y a pas de grippe aviaire ici à Annibale-Cro. Seulement, voici ce qui s'est passé. Hier, le journaliste en question était de passage ici dans la cour du service. Et alors, il a profité pour nous faire une visite de courtoisie. Pendant notre causerie, il m'a révélé que dans un maquis de la place, il aurait mangé de la viande de poulet et que ce poulet serait, à son avis, d'origine avariée. Alors, dans la causerie, le journaliste a voulu savoir si des actions sont mises en place pour lutter contre les quelques poulets qui sont morts et jetés en dehors des fermes et qui se retrouvent sur les marchés. Je lui ai répondu que oui, nos services, depuis pratiquement 2 semaines, sont à pied d'œuvre pour assainir le marché des poulets qui viennent des fermes et qui ne sont pas sains. Alors, le journaliste a pensé que les poulets qui se retrouvent souvent sur les marchés et qui ne sont pas sains sont morts de grippe aviaire. Et je lui ai dit non, qu'ici, il n'y a pas de grippe aviaire et que depuis pratiquement 3 à 4 ans en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de foyer découvert de grippe aviaire. Pour s'assurer qu'effectivement il n'y a pas de cas de grippe aviaire dans la cité du Guyablin, nous nous sommes rendus dans certaines fermes à quelques kilomètres de la ville. Ici encore, le président des éleveurs de volailles d'Annibale-Cro nous a confirmé qu'aucun cas de grippe aviaire n'a été signalé par ses collaborateurs. Le directeur départemental des services vétérinaires d'Annibale-Cro a souligné que son équipe et lui veillent au grain afin qu'une telle situation n'échappe à leur vigilance.
Voilà qui est clair. Justin Kofi est le directeur général de l'ARE, l'autorité de régulation du système de récépissé d'entreposage. Il était cette semaine l'invité des rédactions du quotidien Fraternité Matin. Il s'est prononcé sur les opportunités qu'offre le système de récépissé d'entreposage, notamment la création de 108 entrepôts sur l'ensemble du territoire en moins de 3 années. Walter Amadou Ouattara. Salle de conférence Charles Diagne du groupe de presse Fraternité Matin. Le directeur général de l'autorité de régulation du système de récépissé d'entreposage, ARE, est face aux journalistes. Le professeur Justin Kofi explique le fonctionnement du système de récépissé d'entreposage. 108 infrastructures de stockage seront construites sur l'ensemble du territoire national. Ces entrepôts, qui ciblent 23 spéculations agricoles, permettront aux producteurs individuels ou regroupés de consigner leurs récoltes contre une quittance. Elle garantit l'achat de la quantité stockée au prix homologué. En introduisant ce système sur les produits de nos parents, de les conserver en quantité et en qualité, d'assurer une traçabilité de tous ces produits-là, et cela permet d'attirer les financements. Il est local développeur, c'est-à-dire permettre, une fois que l'industrie s'installe dans une zone, mais cette zone, cette localité va bénéficier de toutes les taxes, va bénéficier de tous les investissements. Pour les producteurs, le système de récépissé d'entreposage présage des lendemains meilleurs. C'est une très belle initiative. Environ 50 silos qui vont être réalisés au bénéfice effectivement de la filière maïs de Côte d'Ivoire. Un silo qui a un volume de stockage de 25 000 tonnes, pour l'instant, nous pensons que c'est extrêmement important pour la filière. Le système de récépissé d'entreposage, opportunité pour la transformation locale des matières premières agricoles, c'est le thème abordé lors de cette session de l'invité des rédactions du quotidien gouvernemental Fraternité Matin. Allons-y à Sikensi, dans l'Agnebi-Tiassa. Sur place, le président du conseil régional a tenu une réunion avec les jeunes et les femmes. Une rencontre pour tenter de recenser les difficultés rencontrées par les populations en vue d'une amélioration de leurs conditions de vie. Une occasion pour Pierre Demba d'exhorter les populations à la cohésion et à la paix. Astou Touré y était pour RTI 1, son témoignage. Ils sont venus de Goman, Bessedi, Katadji, Elibou et plusieurs autres localités de Sikensi pour assister aux échanges entre jeunes et femmes et le président du conseil régional, Pierre Dimba. Quelle place des jeunes et des femmes dans le développement de l'Agnebi-Tiassa? C'est autour de ce thème que se sont déroulés les échanges. Insertion socio-professionnelle, bitumage des voies, électrification et adduction en eau potable sont entre autres des préoccupations relevées par les populations. Les jeunes veulent davantage de travail, les jeunes veulent davantage d'insertion, les jeunes veulent davantage de responsabilisation et les femmes veulent leur autonomisation. Les échanges ont tourné autour, mais au-delà de tout ça, il y a les questions de développement des Sikensi qui ont été portées. Et le président du conseil régional a trouvé des réponses. Pierre Dimba, président du conseil régional de l'Agnebi-Tiassa, a salué les populations pour la confiance sans cesse renouvelée. Il a salué les actions de développement entreprises dans la région par le président de la République, Alassane Ouattara, avant d'exhorter les populations à l'union, la paix et la cohésion. Le message, c'était donc un appel à la cohésion, au rassemblement de tous les fils et filles de la région, qui est la première richesse de notre région, mais surtout de parler d'une même voix pour que nous puissions aller plus loin. Ce que nous comptons faire pour cette année, c'est de mettre en place des fonds qui permettront aux femmes d'initier des activités. D'ailleurs, un fonds existe déjà au niveau de la région et qui facilite donc l'accès au crédit dans les banques et dans les microfinances. Plus de 2000 personnes ont pris part à cette rencontre. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes engagent les femmes du monde agricole à assurer leur propre réalisation. Les femmes productrices et transformatrices sont donc en formation à Dimbokro dans la région du Nzi. Un atelier pour leur offrir les outils nécessaires au développement de leurs activités respectives. Eugène Atoubé. Elles sont de Bokanda, de Dimbokro et de Kwasi-Kwasi-Kro, les 3 départements qui composent la région du Nzi. Ces femmes du monde agricole, productrices et agro-transformatrices vont bénéficier d'une formation portant sur le renforcement des capacités dans leur domaine d'activité respectifs, mais encore les notions de comptabilité simplifiée, de marketing et de techniques de commercialisation.
La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Ramatali Bakayoko, et la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes, Miss Belmondo Dogo, ont présidé l'ouverture de l'atelier de formation. Les participantes ont été invitées à en tirer le maximum de profit. Lorsque nous avons fini de renforcer les capacités de ces femmes en matière donc, de production, de transformation de leurs produits, de commercialisation de leurs produits, nous allons, avec le secrétariat d'État, leur permettre d'avoir accès au microcrédit. Comme bénéfice de cette formation, les productrices et les agro-transformatrices vont désormais agir en véritables actrices participant au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire grâce à leur présence active et remarquable dans les filières agricoles. L'atelier de Dimokro tient lieu du lancement du programme CEDEAO 2020, appui à la transformation des produits agricoles, halieutiques et artisanaux dans les États membres de cet espace. Et les femmes continuent d'être au cœur des actions du gouvernement. Le secrétariat d'État chargé de l'autonomisation de la femme veut mettre en œuvre une stratégie pour les rendre plus autonomes, d'où la tenue cette semaine d'un séminaire pour approuver cette stratégie à travers une feuille de route. C'était en présence de la ministre Anne-Désirée Oloto, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les précisions de Clément Boko. Axe prioritaire retenu au terme des 2 jours qu'aura duré le séminaire d'approbation de la stratégie nationale de l'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire. Il a réuni experts, spécialistes, bailleurs, sociétés civiles et autres acteurs du secteur. À l'issue, des décisions qui offrent de bonnes perspectives aux femmes selon les témoignages des participantes. On a travaillé sur 2 jours sur ça, sur ce que nous avons vu. Vraiment, c'est super. Ça nous apporte vraiment quelque chose. Moi, par exemple, on va vers la transformation parce que nous sommes loin d'Abidjan. Ce que nous produisons souvent pour venir jusque-là, ça, vraiment, ça se gâte. Nos attentes pour le karité, pour faire 1 kilo de beurre de karité, il faut beaucoup d'efforts. Donc, nous voulons qu'elle soit autonome. L'entrepreneuriat et employabilité, premier axe prioritaire, permettra aux femmes de sortir de l'informel et passer de l'économie de subsistance à une économie solide. Axe 2, les droits et la santé de la reproduction de la femme. Axe 3, la formation. Axe 4, le leadership et enfin la bonne gouvernance. Pour la secrétaire d'État, c'est la boussole qui va orienter tous les acteurs du secteur. Notre objectif était de permettre aux femmes de s'approprier cette stratégie afin de pouvoir la vulgariser. Et c'est ce schéma-là qui sera présenté aux partenaires, qui sera présenté aux bailleurs. Toute personne qui viendra en Côte d'Ivoire pour parler d'autonomisation doit pouvoir se fondre dans ce moule-là. Pour la mise à exécution de la stratégie, la secrétaire d'État peut compter sur l'Union européenne et le système des Nations Unies via ONU Femmes, qui se sont engagés à œuvrer pour l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire. Souvenez-vous, en octobre 2019, Grand-Bassam, la première capitale de Côte d'Ivoire, subissait une inondation. Et à l'occasion, 3 écoles primaires étaient sinistrées. Une situation difficile pour ces élèves de la cité historique. L'UNESCO a décidé de réagir. Sa représentante à Abidjan vient d'offrir plus de 400 kits scolaires et mobiliers d'une valeur de plus de 20 millions de francs CFA à ces écoles. On en sait plus avec Jean-Marc Djadji. L'UNESCO offre plus de 400 kits scolaires et matériel de bureau à l'EPP Jean-Michel Moulot, Petit Paris et Bassam 3, 3 écoles sinistrées de l'inondation de Grand-Bassam, survenue en octobre 2019. Valeur totale de ces dons, plus de 20 millions de francs CFA. Ils vont compenser le déficit de matériel et accroître les performances de ces écoles durement frappées par ce sinistre. Nous sommes venus visiter la ville de Bassam et nous avons visité les 3 écoles qui ont été inondées. Et donc, de retour à Paris, nous avons formulé une demande auprès de l'UNESCO, une demande d'aide d'urgence. Les différents directeurs d'école avaient tout perdu. Les élèves avaient tout perdu, puisque l'eau est montée à une certaine hauteur. Je dis merci. Merci à l'UNESCO. Le ministère en charge de l'Éducation nationale a renouvelé ses remerciements et sa reconnaissance à l'UNESCO. Les enseignants ont souffert de ces inondations. Il faut leur permettre d'avoir le matériel de travail. Et c'est ce que nous sommes venus dire aux enseignants. Et il est vrai que nous ne pouvions pas, parce que nous sommes une organisation internationale en faveur de la culture,
mais aussi de l'éducation. Fermer les yeux sur l'état de sinistre des écoles de Grand Bassam et porter secours en fait aux enfants et, par des kits scolaires, par du matériel, puisque beaucoup d'écoles ont été endommagées et inondées à cette occasion, nous semblait la moindre des choses. Ce geste de l'UNESCO confirme sa place de leader dans le suivi de l'éducation de qualité et témoigne un soutien constant à l'État de Côte d'Ivoire. Les ressortissants sénofos résidant dans la région de San Pedro ont un nouveau chef central qui a été intronisé samedi dernier par le ministre Issa Coulibaly, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. On suit la correspondance de Sam Konan. À la faveur de l'intronisation du chef central des Sénoufos vivant dans la région de San Pedro, l'espace Rotary s'est transformé en un lieu de démonstration de la culture sénoufo. Balafon, danse traditionnelle et danse de masque, sous le regard des autres communautés vivant en parfaite cohésion. Une cérémonie d'intronisation rythmée par des scènes du jeu des alliances interethniques, bloquant par moments la cérémonie. Il y a des souffrances qui valent mieux que d'autres. L'adage dit qu'un Dieu créa le Koyara un vendredi. Et le samedi, le Koyara créa le Sénoufo. Alors il ne peut pas venir commencer une cérémonie sans aviser les propriétaires que nous sommes. Et c'est ça qu'on a fait le blocage. Finalement, le chef central est installé, ainsi que le bureau exécutif du Midjo San Pedro. Midjo veut dire à Sénoufo, je dis. Tout ce qui dit je dis à Sénoufo, c'est Midjo. Nous sommes un et indivisibles. Nos aînés ont pris leur bâton de pèlerin pour que les filles et les fils se retrouvent, se mettent ensemble pour pouvoir évoluer dans la solidarité et dans la fraternité. Le ministre Issa Coulibaly, représentant le Premier ministre, parrain de la cérémonie, a prodigué des conseils au nouveau chef. Oui, nous entendons parfois autour de nous que le chef ne fait pas de politique. Oui, le chef ne doit pas s'adonner à l'animation de chapelles politiques. Il ne doit pas être un diviseur. Mais le chef, le vrai chef, conscient des intérêts de son pays, lorsque dans la tourmente, le chef doit tenir le cap et être un roc de sérénité pour indiquer la voie à suivre. De la même façon que vous comptez sur le Premier ministre, c'est de cette même façon que le Premier ministre compte sur vous. Le Midjo San Pedro entend créer des activités génératrices de revenus pour la jeunesse et les femmes, afin de lutter contre la pauvreté. Depuis le 2 février dernier, l'IMAP, l'Association internationale des médias pour la paix, a vu le jour à Séoul, en Corée du Sud. C'était lors de conférences mondiales des médias initiées par la Fédération universelle pour la paix. L'IMAP a pour objectif de faire des journalistes des professionnels au service de la paix. Les détails avec Dangui Dangui, de retour de Séoul. Lot Hotel, Séoul, Corée du Sud. 500 journalistes venus des 6 continents, notamment de l'Afrique et de l'Amérique, se sont donné rendez-vous ce 2 février dans le cadre de la Conférence mondiale pour la paix. Objectif, jeter les bases de l'Association internationale des médias pour la paix, en abrégé IMAP, une organisation chère à son initiatrice, Dr. Ak Jahan. Ça m'inspire de voir des centaines de journalistes qui voient qu'il y a quelque chose qui manque dans la presse aujourd'hui. C'est les messages de la paix. L'Afrique, les États-Unis, la Chine, la Corée, tout le monde travaille ensemble, chacun sur son territoire. Tout ce qui est local est global et tout ce qui est global est local. À travers l'IMAP, la Fédération universelle pour la paix mise sur la responsabilité et le professionnalisme des journalistes et des animateurs des médias pour faire avancer son combat pour une paix universelle. Il y aura plusieurs rencontres au niveau mondial pour échanger,
pour partager, pour surmonter les difficultés et aussi pour embrasser les nouvelles technologies qui permettent aux journalistes de mieux faire leur travail. Les écoles de journalisme, les professeurs, les universités, pour que nous ayons des milliers de jeunes qui soient intéressés par le fait de faire la différence dans la communication, que nous pouvons guider et aider à développer un certain sens de l'éthique et de la moralité dans les médias. Plusieurs panels sur différentes problématiques, notamment l'impact des nouvelles technologies de l'information sur l'industrie des médias classiques, ont été animés par des journalistes et des experts des médias. Et nous, on va refermer ce 13h. En Guinée, après avoir annoncé le report des législatives au 1er mars, la présidence a annoncé mardi soir 4 février que le scrutin serait couplé à un référendum constitutionnel. La Commission électorale nationale indépendante doit maintenant prendre toutes les dispositions matérielles et réglementaires pour l'organisation cumulée des élections législatives et de la consultation référendaire sur le texte d'une nouvelle constitution pour le pays. Un nouveau texte fondamental qui provoque une forte défiance. Depuis la mi-octobre, le FNDC, le Front National pour la défense de la Constitution, une coalition de la société civile et des partis politiques de l'opposition, organise des manifestations contre cette profonde modification de la Constitution guinéenne de 2010. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Victorine Yaoyoboué à l'édition, Adama Kone à la rédaction en chef, Aurélia Drokoula, Sophie Brou et à toutes les équipes en régie. Je vous retrouve samedi à 13h sur la chaîne qui rassemble.